Alors, sur les histoires de droit, je pense qu'il ne faut pas tout mettre désormais sur le dos de Google. Que les logiques de droit soient mises à bas par l'ère numérique, c'est une évidence. Et c'est une aussi des questions sans réponse. Moi, face au sujet que vous avez à traiter dans la journée, je n'ai que des interrogations. Et je vais vous en donner 3 ou 4. Sur le sujet dont vous parlez, qui est la question des droits. Moi, j'ai été un fervent partisan de la loi Hadopi, tout en sachant qu'elle ne serait pas respectée. C'est une position absurde. Non, parce qu'il y a quelque chose qui me pose problème, intellectuellement, c'est que je ne vois pas comment on peut avoir une morale dans l'univers réel et une morale dans l'univers virtuel. Je n'ai aucun problème pour le téléchargement illégal si au même moment on dépénalise le vol à l'étalage. Ça, je veux bien, c'est cohérent. Mais je ne vois pas comment une société peut, d'un côté, punir pénalement le vol à l'étalage et de l'autre côté, considérer que le téléchargement est un droit naturel au titre des droits définis par la Charte des droits de l'homme. Ceci étant dit, je sais que la loi est inapplicable. Donc ce n'est qu'un signal moral, c'est de dire il y a aussi des règles qui devraient s'appliquer à l'univers numérique. Mais une fois ceci dit, quelle est la réponse sur les histoires de droit? On ira peu ou prou vers des mécanismes de prélèvement. On a dit licence globale. Je ne sais pas ce que ce sera, mais tous ces mécanismes auront une conséquence induite qui n'est pas très agréable, c'est qu'elles aboutiront à une mutualisation des recettes et à une distribution bureaucratique sur la base de critères des montants en jeu. Ce n'est pas un progrès exceptionnel vers la liberté. On sera obligé d'en passer par là. Mais la généralisation, si vous voulez, en quelque sorte, d'une SACEM mondiale ne peut pas être perçue comme quelque chose de rassurant. Mais c'est un sujet sur lequel on peut avoir une grande perplexité. Deuxième perplexité, qui est la mienne, il y aura des business models gagnants, ça c'est sûr. Mais sont-ils durables? Or, le propre du système capitaliste, c'est que des vainqueurs apparaissent, fabriquent des rentes, et à partir de ces rentes, arrivent à des positions économiques suffisamment fortes pour pouvoir, au cas échéant, se diversifier. Ce qui me frappe aujourd'hui dans l'univers du numérique, c'est que sa dynamique sans limite fait que la notion de permanence est plus qu'incertaine. Je ne sais pas, je souhaiterais que se fasse dans l'ère du numérique, en dehors du phénomène Google, qui est un phénomène en amont, que se fassent des positions fortes. On devrait tous le souhaiter, que l'éclosion capitaliste débouche sur des quelques phénomènes dominants. Le problème, c'est que tous les modèles tels qu'on les voit aujourd'hui, qui apparaissent gagnants, sont gagnants fugitivement. Donc, il y a là une interrogation très forte, c'est qu'est-ce qu'une économie où les business models les meilleurs sont des business models fugitifs? C'est là aussi une interpellation sans réponse. Troisième interpellation sans réponse. On a longtemps pensé que dans l'univers du numérique, quand il s'agissait de référence aux formes de savoir, aux formes d'expression en termes de connaissances médiatiques, les vieilles bonnes marques seraient des sésames. Et on a tous pensé, moi je pensais du temps où je faisais conseil de surveillance du monde, que sur le net, le monde réussirait bien, et là au début bien réussi. Tout en sachant évidemment que les gains faits sur le net ne sont pas à la mesure des pertes subies sur le produit papier. Mais ça on le savait au départ. Et la question aujourd'hui est tout à fait différente. Je ne suis pas du tout sûr que les vieilles marques soient en fait des sésames et des garanties sur le net. Et la réponse de Google disant « je n'achèterai pas de grande marque de médias » en est bien l'illustration. Pour les gens, disons, de plus de 35 ans, en effet, sur le net, aller sur le site du New York Times, d'El País ou du Monde, peut-être une garantie. Pour les gens qui aujourd'hui font irruption dans l'univers du net à 14 ans, ça ne veut rien dire. Ce ne sont pas des marques références. Donc, troisième, là aussi, interrogation, je ne suis pas sûr que les grandes marques n'ont pas vécu sur l'illusion que leur goodwill se perpétuerait sur le net, quitte à ce que l'instrument change. Alors,
quelles sont par exemple les références ou les produits gagnants aujourd'hui sur le net en termes d'information? À ma connaissance, il y en a un, et un seul. C'est un site américain qui s'appelle politico.org. Alors, qu'est-ce que politico.org? C'est pas du tout Hutchinson, c'est ce dérivé de Washington Post. Politico.org, c'est une trentaine de journalistes lancés dans la nature de ce chaudron qui s'appelle Washington et qui donne de l'information en temps réel sur le lobbyisme à Washington, ce qui sort de la Maison-Blanche, le dernier débat au Congrès, et ce qui, dans un univers fermé comme Washington, où la matière première du travail est le buzz, et où les acteurs sont riches, peut faire un modèle gagnant. Mais on voit bien ce que c'est. C'est une information extrêmement pointue qui exige une forte présence en termes de grain de l'information, d'une part, et qui exige, d'autre part, d'être lié à un milieu qui est un milieu solvable. Donc, est-ce que ce sont des modèles durables? Je n'en sais rien. Dernière interrogation, je suis désolé de n'avoir que des interrogations, mais je pense que c'est la seule honnêteté intellectuelle. Qui prophétise en ces matières me paraît extraordinairement présomptueux. Dernière interrogation, le dandinement sur le gratuit et le payant. On a vu toute une série de sites d'information commencer payant, aller vers le gratuit et faire aujourd'hui une volte-face brutale vers le payant. En particulier, c'est la stratégie de Rupert Murdoch, qui est quand même dans la bande des grands médias, des grands autocrates de médias, certainement le plus malin. La volte-face qu'il a faite par rapport à sa position quand il a acheté le Wall Street, qui était tout gratuit, et qui est maintenant de dire tout payant, est intéressante. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse non plus, car je ne sais pas comment on arrive à garder le goodwill d'une marque à laquelle l'accès était gratuit dès lors qu'on la rend payante. Surtout dans un univers où il y a des grands produits de substitution. Alors il y a des journaux qui ont commencé tout de suite par le payant, comme le Financial Times. Une fois que vous avez commencé par le payant, si votre modèle tient à peu près, vous n'en bougez pas. Mais les allers-retours gratuits-payants, je pense qu'à chaque fois, ils font descendre une marche. Enfin, en tout cas, c'est une question légitime. De sorte que, quand on met bout à bout toutes ces interrogations, je pense qu'on est devant une révolution assez sans précédent dans l'univers capitaliste. C'est une révolution dont on ne sait pas où elle fabriquera les sources de profit. D'habitude, les autres révolutions technologiques, il ne fallait pas être grand clair pour voir vers quel acteur se déplacerait de profit et quels seraient les gagnants. C'était évident pour l'électricité, ça a été évident pour la grande période de libéralisation de la téléphonie, c'était évident dans les médias archaïques, je veux dire la télévision et ce genre de choses. On savait. Là, c'est, je crois, la première révolution technologique où on n'a absolument aucun moyen, quel que soit le travail des meilleures sociétés de conseil en la matière, à faire preuve de perspicacité sur les gagnants. Voilà, donc mis bout à bout, tout ça est fascinant et quand même un peu terrifiant.